Il n'y a pas de place pour toi, maman. 150 regards, bancs bruissants, petites mains serrant des chasubles blanches, et entre tout cela, la voix d'Héléna comme un coup de porte. J'étais devant l'église, la main sur la poignée, prête à entrer pour porter Santi jusqu'à l'eau bénite, prête à être cette grand-mère fière que j'avais imaginée depuis des mois, et ma propre fille m'avait barré le chemin. J'ai senti le monde se rétrécir autour de cette phrase, comme si la paroisse avait soudain fermé ses murs autour de moi. Pas une moquerie, pas une plaisanterie, sa voix était sèche, décidée. Les invités ont chuchoté, un voisin a fait semblant de ne pas voir. J'ai regardé mes mains, mon collier de perles qui pendait contre mon cou, trop lourd de souvenirs. Le tissu du manteau, la couleur sobre que j'avais choisie pour ne pas voler la vedette, tout me paraissait soudain ridicule, inutile, transparent. Je pourrais vous raconter le reste en un souffle, mais la vérité se trouve dans les gestes qui ont précédé ce moment, dans les petites économies, dans les matins à 4 heures, dans la farine sur mes mains et la levure qui gonflait comme une promesse. Je pourrais vous raconter Roberto, mon mari, et comment il me disait, en regardant la boutique, que j'étais une pierre dans la fondation de tout ce que nous avions construit. Je pourrais vous parler de la boulangerie, de ces croissants du dimanche matin qui faisaient la réputation du coin, du four qui grandait comme un cœur fidèle. Mais ce jour-là, devant l'église, ces images se sont télescopées avec une autre réalité. La reconnaissance n'est pas toujours donnée à ceux qui créent. Parfois, elle se transforme en exigence éternelle et la gratitude se délite en attente. Je suis entrée, non pas dans l'église, mais dans ma tête, dans une suite de fugaces qui me revenaient en rafale. Les fêtes de famille, les réparations payées, les prêts patients transformés en dettes d'ingratitude, les comptes où j'inscrivais, pour Héléna, et que je retournais signer sans poser de questions, les nuits où j'ai tenu la main de Roberto pendant qu'il mourait, et les lendemains où j'ai arrangé un plan de succession pendant que mon cœur saignait. Tout cela m'avait appris à être responsable, à couvrir, à réparer, et quelque part, sans que je le voie, j'étais devenue la caisse ouverte d'une autonomie que tout le monde prenait pour acquise. Si vous écoutez cette histoire parce que vous avez un souvenir similaire, d'avoir été mis à l'écart, maltraité, ignoré par ceux que vous pensiez proches, laissez une phrase en commentaire. Une seule ligne suffit. Votre voix compte, et parfois savoir qu'on n'est pas seul change la manière dont on tient sa tête. Après le silence qui a suivi la phrase d'Héléna, j'ai eu le temps de respirer. Pas le temps de pleurer encore. J'ai senti une colère, oui, mais surtout une lucidité glacée. Les années m'avaient donné quelque chose d'utile, la capacité à transformer l'émotion en décision. J'ai reposé la main sur la porte, j'ai remis la boucle de mes perles en place et je suis rentrée dans la voiture. Le trajet jusqu'à la boulangerie fut court et silencieux. La ville semblait normale, indifférente. Le soleil se projetait sur la vitrine où mes miches trônaient comme si rien ne s'était passé. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Une femme de 68 ans, des rides ancrées par le rire et le travail, mais avec une détermination qui n'était pas moindre que celle d'un jeune chef devant un four. J'ai porté la clé de la boutique dans ma poche comme un talisman. Cette clé, je l'avais forgée à force d'heures et de sacrifices. Le mot « maison » dans ma bouche signifiait aussi entreprise, sécurité, mémoire de Roberto. Ce jour-là, je n'allais pas me laisser confisquer ma place avec un « il n'y a pas de place pour toi ». Le salon pour le baptême, j'avais tout payé, évidemment. La robe, la décoration, les traiteurs. Ce n'était pas une ostentation. Je voulais que Santi ait quelque chose de beau, une cérémonie digne. J'ai pensé aux contrats laissés sur la table du bureau, aux chèques envoyés, aux virements automatiques que j'avais mis en place pendant des années pour aider à maintenir la maison d'Héléna à flot. J'ai pensé à la lettre qu'on avait signée pour que je puisse voir l'enfant quand je le voulais. Tout ce tissu administratif, je le connaissais mieux que personne. Et c'est là, dans ce savoir, que j'ai puisé ma stratégie. J'ai appelé Mendes. Il connaît les chiffres comme je connais la pâte. Il sait quand une affaire va lever ou s'effondrer. Sa voix grave, c'est, comme toujours, faite claire au bout du fil. « Racontez », m'a-t-il dit. Alors j'ai raconté, sans pathos, juste les faits. Qui avait payé quoi, les dates des transferts, les chèques émis. Sa première réaction n'a pas été l'indignation. Elle fut pragmatique. « On va vérifier les mouvements », a-t-il dit. Et puis, vous savez ce que vous pouvez faire. J'ai raccroché en sachant que la première chose à faire était de couper l'accès non autorisé. Pas par vengeance, mais pour protéger ce qui était à moi et pour établir une limite claire. Je suis allée à la banque à pied, le sac de farine sur l'épaule comme pour me rappeler. La banque n'a pas le glamour d'autrefois. Une file, des écrans, des guichets froids. J'ai attendu, puis expliqué la situation sans drama, juste les numéros, les dates, l'urgence.
J'ai demandé des blocages, des annulations. Le fonctionnaire a répété des procédures comme on récite un psaume administratif. Ce n'était pas un acte héroïque, c'était une formalité nécessaire. Mes cartes furent bloquées, certains paiements mis en suspens. J'ai signé des formulaires. À la sortie, la petite enveloppe contenant des copies des justificatifs m'a semblé plus lourde que n'importe quel pain réussi. Je ne l'ai pas dit tout de suite à Elena. Je ne l'ai pas crié. Les limites sont comme des usures. On les introduit et on attend qu'elles fassent leur travail. D'ailleurs, ce qui a tout déclenché n'était pas tant l'argent que le manque de respect public. La porte de l'église n'a pas fermé qu'un autre verrou commençait à claquer ailleurs. Les pouvoirs que j'avais donnés sans méfiance, ces signatures sur des documents que l'habitude m'avait rendus automatiques. J'ai pris un rendez-vous chez le notaire. Mathilde, mon avocate, avait déjà travaillé avec moi par le passé. Elle connaissait Robert et elle respectait notre histoire. Quand je suis entrée dans son cabinet, j'ai senti la neutralité rassurante du papier timbré et le calme des dossiers bien rangés. « Nous allons clarifier la titularité », m'a-t-elle dit. J'ai entendu ces mots comme une promesse sobre. Pas un triomphe, mais un remède. Nous avons revu les actes de propriété, vérifié les mandats. Mathilde a parlé de révocation de procuration, de mise sous séquestre temporaire de certains comptes, de fiducie et d'autres termes que je n'ai pas besoin d'énoncer ici dans le détail. Tout ce que je retiens, c'est qu'il existe des gestes concrets, des enchaînements administratifs qui protègent une personne quand la confiance a été trahie. Elle a pris des notes, a souri avec cette fermeté douce qui rassure et m'a dit « Vous avez fait ce qu'il fallait en temps utile. Maintenant, nous organisons la suite. » Je me suis arrangée aussi pour changer les serrures de la maison. Simple précaution, et pourtant symboliquement lourde. Les clés, vous le savez, racontent l'histoire d'une relation. Qui peut entrer, qui peut sortir. J'ai gardé une copie pour Elena. Je ne suis pas aveugle au poids des symboles. Mais les autres clés, celles qui ouvraient des coffres ou des tiroirs que j'avais toléré d'ouvrir parce que je faisais confiance, ces clés, je les ai récupérées. Les objets sont puissants. Une clé change de main et parfois avec elle, des habitudes. Cela a provoqué colère et confusion. « Tu me prends mes choses ?» Elena a dit. « Tu veux me punir ?» Mais je n'ai pas répondu avec colère. « Je prends ce qui est à moi », ai-je dit simplement. Et c'était vrai. C'est à ce moment-là que les Léonas sont entrés en scène. Mes amis, mes compagnes de longues années. Teresa a toujours eu la voix d'une femme du Sud qui entend la vérité avant qu'on la lui dise. Sophia a le sens des détails et sait faire les comptes. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café où les tables avaient connu nos confidences depuis des décennies. Elles ne sont pas venues pleurer avec moi. Elles sont venues avec des plans. Elles ont apporté un carnet où elles avaient noté des numéros, des contacts, des horaires. Nous avons parlé stratégie comme on parle recette. Ingrédients, qui appeler, quelles preuves réunir, qui prévenir si quelque chose d'irrégulier se produisait. « On ne te laissera pas seule », a dit Teresa en tapotant la table. Sophia m'a tendu une enveloppe, des photocopies de documents utiles, des noms d'ONG de protection des aînés, des contacts d'organismes sociaux. Elles ont prévu des tours pour m'accompagner à certains rendez-vous, des présences visibles qui dissuadent. Le réseau, j'ai compris ce jour-là, était aussi nécessaire que le notaire et la banque. Il y a une force dans la solidarité féminine qui n'est pas tapageuse, mais robuste. On s'assure les unes les autres, on garde la mémoire. Je me suis tout de même confrontée à Elena parce que l'honnêteté m'impose cela. Elle n'était pas seulement une fille en colère, elle était tendue comme un ressort. Entre les deux, Marcos, son mari, agitait une autorité mal placée. Il imposait, couvrait de mots durs, prenait parfois des airs menaçants. Sa présence rendait les choses plus compliquées. « Tu veux contrôler ma famille ?» m'est-elle lancée un soir, la voix étranglée. « Tu veux lui retirer sa place ?» Elle ne comprenait pas que ce que je cherchais n'était pas une place réservée à l'église, un siège, mais le respect, la sécurité de Santi. « Tu dois travailler, Elena, ai-je dit. Tu dois apprendre à tenir ce que tu veux garder. » Au début, Elena a répondu par des promesses et par des démissions. « Je vais trouver un travail, je vais rembourser, je vais faire des choses. » Mais ces mots en l'air sont différents des gestes concrets. Les gestes ont la densité de la farine pétrie par la main. Ils prennent forme sous la répétition. J'ai donc imposé des conditions simples, bien qu'austères. Une participation réelle, des horaires, une aide dans la boulangerie. Je ne cherchais pas à humilier, mais à redonner un espace où la responsabilité et la dignité retrouvent leur place. C'est alors que les choses ont pris une tournure plus menaçante. Une série de petites pressions, d'abord discrètes, appels insistants tard le soir, menaces voilées sur la légitimité de ma capacité à décider, tension dans l'immeuble quand je rentrais tard. Une fois, en ouvrant la boîte aux lettres, j'ai trouvé un pli doux comme un avertissement, le nom d'un médecin et la mention d'une évaluation. Quand j'ai demandé à Elena, sa voix s'est fermée. « C'est pour clarifier les choses, maman », a-t-elle dit. « Parfois, on a besoin d'aide professionnelle. » Il existe des situations où l'idée d'une évaluation médicale devient une arme.
Il ne s'agit pas ici de dénigrer la médecine ou de ridiculiser ceux qui ont besoin d'aide, mais de noter une réalité. L'instrumentalisation d'un diagnostic pour priver quelqu'un de son autonomie est une manœuvre que j'avais, hélas, rencontrée dans d'autres histoires. Alors j'ai commencé à documenter. J'ai activé l'enregistrement sur mon téléphone quand j'ai senti que les mots franchissaient les lignes de l'acceptable. J'ai noté les heures, j'ai pris des copies des lettres, j'ai fait parler les témoins. Les preuves, quand on doit lutter contre une injustice, sont une armure. Il y a une scène que je revois souvent. La lumière jaune du couloir, mes doigts tremblants tenant le smartphone, l'écran rouge de l'enregistrement en cours, la voix de Léna qui parle d'inquiétude et la voix de Marcos, plus dure, qui coupe, qui rectifie. Je ne suis pas entrée dans une logique de confrontation violente. Non, j'ai choisi la documentation, l'appel aux autorités compétentes, les démarches légales. J'ai appelé la police quand une porte a été enfoncée. J'ai porté plainte quand quelqu'un a tenté d'accéder à des papiers sans mon consentement. Ces gestes m'ont coûté. Ne croyez pas que c'était facile de porter la plainte contre ceux qui sont de sa propre famille. Mais ce sont les gestes que la dignité impose. Une nuit, alors que la boulangerie était éteinte et que la farine reposait comme une nappe claire sur les tables, Don Pépé est venu s'asseoir près de moi. Il avait été là quand Roberto tenait la boutique, et, avec un regard de quelqu'un qui a vu les saisons, il m'a dit « Tu as fait pousser des choses dans ce quartier, Carmen. Tu as fait lever le pain. Les gens savent. » Sa phrase était simple, sans jugement, mais elle posa une vérité. La communauté connaît qui travaille, qui tient, qui donne. Cela m'a réchauffée, m'a rendue moins fragile face à l'adversité. J'ai compris que mon combat n'était pas seulement pour moi, mais pour une mémoire collective. Et puis est venu le moment où il a fallu montrer les preuves à Mathilde, à la police, à ceux qui pouvaient agir pour empêcher qu'on me retire mes capacités. Mathilde a organisé les documents. Nous avons monté des dossiers, comprenant l'enregistrement, les notifications bancaires et les copies des actes notariés. On ne joue pas avec la loi, on s'en sert. J'ai appris à accepter la lenteur administrative comme un allié plutôt qu'un ennemi. Chaque signature posée, chaque cachet obtenu était une marche vers une protection durable. Il faut que vous compreniez ceci, je ne voulais pas briser ma fille. Je ne voulais pas d'une humiliation publique qui resterait comme une cicatrice ouverte. Je voulais des limites saines, une réparation des abus et une visibilité pour Santi, par respect pour lui et pour le fait même d'être une famille. Et si je dis tout cela, c'est pour que l'on comprenne la nuance. Tenir sa place n'est pas un acte égoïste quand il s'agit de protéger la dignité d'un enfant et d'une personne âgée. À mesure que je tissais mes défenses, j'ai senti que quelque chose changeait chez Elena. Paradoxalement, mes refus, mes blocages et mes exigences lui ordonnaient, comme un forgeron, de se former à autre chose. Au début, c'était rage, plus tard de la contrariété, ensuite une fatigue étrange qui annonçait l'apprentissage. Les premières semaines, elle rentrait tout le matin, le regard creusé, et me regardait préparer la pâte comme si elle cherchait dans ce geste la vérité d'une vie stable. Elle a commencé par apprendre à pétrir. Cela peut paraître banal, mais maîtriser une machine, sentir la pâte, comprendre qu'il y a un moment pour chaque geste, voilà des leçons qui ne s'acquièrent pas en paroles. La transformation fut lente. Les premières semaines, elle cassait des œufs malhabilement, laissait tomber la farine, aurait voulu repartir. Mais la routine a une force propre. Les gestes répétés ramènent la cohérence. Les clients remarquèrent d'abord sa maladresse, puis la précision. Don Pépé, fidèle témoin, me souriait en secouant la tête. Un matin, il m'a dit « Elle n'abandonne pas ». Ces mots, modestes, m'ont donné une petite joie silencieuse. Pourtant, à mesure qu'Elena apprenait, l'opposition s'est renforcée ailleurs. Des murmures, des insinuations, un appel mal placé et sourd. Un soir, alors que je fermais la boutique, j'ai trouvé une carte glissée sous la porte, un rendez-vous chez un ex-saint dont le nom m'était inconnu. Les choses me semblaient s'assembler dans un motif inquiétant. J'en ai parlé à Mathilde, à Teresa, à Sofia. « Reste vigilante », m'ont-elles dit. Et c'est ainsi, avec des alliés à mes côtés, une avocate prête, un comptable qui vérifie et un voisin qui garde un œil, que j'ai compris que la prochaine phase allait être décisive. C'était la fin d'un été qui sentait la farine et le citron, un soir où j'ai appelé Elena pour lui demander de me parler honnêtement. Au téléphone, sa voix s'est brisée. « Maman, je ne veux pas de conflit », a-t-elle dit. J'ai senti la fatigue, la peur, la honte. « Alors commençons le travail », ai-je répondu. « Pour Santi, pour nous. On fera une liste, des horaires et on signera un engagement. » Ce n'était pas une humilité triomphante de ma part, juste la sagesse d'une femme qui sait que l'endre n'est et ceste quotidien. Le lendemain, un courrier est arrivé à l'atelier, une convocation pour une évaluation préventive et la proposition d'une rencontre avec un médecin. Le papier était polissé, neutre, mais il sentait l'intention. J'ai pris une photo de l'enveloppe, l'ai imprimée et l'ai mise dans le dossier. C'est au moment où j'ai fermé le classeur que le téléphone a sonné.
La voix à l'autre bout était celle d'un numéro inconnu, basse, contrôlée. « Nous avons un rendez-vous », a dit l'homme. « Le docteur Arango passera demain pour une évaluation. » Il ajouta, sans gentillesse, « Il est préférable que vous soyez présente. » J'ai senti, dans cette formule, l'ombre d'une manœuvre. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone sur la table, le regard sur la farine. Le soir même, dans la lumière douce de la boutique fermée, je me suis mise à écrire la liste de ce que j'allais demander si quelqu'un osait mettre en doute ma capacité. Témoins, pièces, certificats, personne à contacter en cas d'intimidation. La tension montait, mais ce n'était pas une tension explosive. C'était plutôt un silence contenu, chargé d'une possible tempête. J'ai appelé Mathilde. « Restez chez vous demain », m'a-t-elle demandé. Et n'ouvrez la porte à personne que vous n'avez pas validé. Si quelqu'un vient, filmez. Nous réagissons. Sa voix, froide et précise, m'a rassurée. Je me suis préparée comme on se prépare à un examen que l'on sait pouvoir passer. Les mains ont pétri la pâte plus fort que d'habitude. Le pain a levé en silence. Les perles autour de mon cou ont reposé sur ma poitrine, un rythme presque religieux. J'ai regardé une dernière fois la vitrine. J'ai pensé à Roberto qui m'aurait dit de continuer. Et puis j'ai éteint la lumière. La nuit est tombée. Le téléphone a vibré une autre fois. Une alerte. Un message anonyme. Puis plus tard, le bruit d'une voiture qui s'est arrêtée devant la maison. J'ai tendu l'oreille. J'ai senti l'air plus froid. C'était comme attendre la première fournée au four. On sait qu'il faut du temps pour que la chaleur transforme la pâte. Mais il y a ce moment d'angoisse avant que l'on ouvre la porte. J'ai pris mon téléphone, j'ai activé l'enregistrement et je suis allée vers la porte d'entrée. La porte a grincé quand je me suis approchée. J'ai posé la main sur le battant, mais je ne l'ai pas ouverte. J'entendais la voiture s'arrêter. Le moteur qui respirait pendant une respiration longue et contenue. J'ai senti la farine sur mes doigts, la pâte qui réchignait encore dans un coin du plan de travail, et la grande familiarité de la nuit. Mon téléphone, serré dans ma paume, affichait le rond rouge de l'enregistrement. J'ai pensé, maintenant ou jamais. Une silhouette s'est détachée dans la lumière de la rue. Un homme a frappé d'une manière qui n'était pas douce. Puis un autre. La poignée a été secouée. Quelqu'un a prononcé mon nom, comme si appeler suffisait à me forcer. Carmen, a dit une voix que je connaissais trop bien. La voix de Marcos. Basse et pressante. Ouvre la porte. On doit parler. Il y avait d'autres voix, plus basses. Des pas qui rencontraient le seuil. J'ai maintenu le téléphone contre ma poitrine et j'ai respiré en pensant au pain qui monte. Il faut supporter la chaleur sans céder à la précipitation. Quand la serrure a cédé, ils ont essayé d'entrer sans m'avoir vu encore. C'est un geste d'intimidation plus que d'improvisation. Frapper et entrer comme si l'espace d'autrui était une propriété négociable. J'ai parlé d'une voix claire. « Qui êtes-vous » j'ai dit. Le docteur Arango a avancé. Visage poli, mal rasé, un carton sous le bras. Il a tenu des papiers comme on brandit une prérogative. « Nous sommes venus pour une évaluation », a-t-il dit, comme si la bureaucratie annonçait la fin des disputes. Marcos s'est avancé, et pour la première fois de la nuit, j'ai vu quelque chose d'irrationnel dans son regard. « Faites vite », a-t-il murmuré au médecin. Deux hommes se tenaient derrière lui, bras croisés, comme des colonnes prêtes à fermer la porte. Elena n'était pas là, mais sa présence semblait peser dans l'air. J'ai senti la colère remonter. Mais ce n'était pas la colère puissante et simple du début. C'était la colère de quelqu'un qui sait qu'il y a plus à perdre que sa fierté. Je n'ai pas ouvert. Je leur ai demandé d'attendre. « Je veux voir vos papiers », ai-je dit. Le docteur a tendu une carte, puis une feuille, puis un ordre rédigé à la hâte. J'ai repéré des en-têtes, des signatures griffonnées, un langage policé qui cherchait à légitimer une intrusion. J'ai demandé le temps nécessaire pour vérifier. Mes mains ne tremblaient pas assez pour laisser croire que j'étais une faible. Elles tremblaient comme quand j'ajuste la pâte, signe que quelque chose de vivant se passait, mais contrôlé. Ils ont insisté. Marcos a essayé d'entrer. Un des hommes m'a bousculé en passant, suffisamment pour faire tomber un paquet de farine. La poussière s'est levée dans la lumière, comme une petite fumée d'innocence oubliée. J'ai senti la panique frôler mes tempes. Il y avait un vertige quand quelqu'un vous viole le seuil, quand il transforme la maison en champ de bataille. Pourtant, j'avais avec moi des témoins, pas seulement les rues et le silence, mais la mémoire, les gestes et l'enregistrement qui capturaient chaque mot. J'ai dit au téléphone, appelez la police. J'ai dit au docteur Arango, restez de l'or tant que je n'ai pas vu une autorisation officielle. Le ton a monté. L'un des hommes a tenté d'arracher le téléphone de ma main. J'ai senti sa main contre la mienne et j'ai serré. J'ai répliqué, et tout s'est transformé en un éclat d'activité bruyante. Les voisins sortaient, inquiets. Les lumières des immeubles s'allumaient. Une sirène lointaine se rapprochait. J'ai senti quelqu'un murmurer le nom de Mathilde. C'était comme si, soudainement, la présence soigneuse du droit se matérialisait par des voix amies. La police est arrivée avant que la situation ne dégénère davantage. Ils ont demandé à tout le monde de reculer. Ils ont demandé des pièces. Le docteur Arango a tenté d'expliquer la procédure, sa voix faisant valoir un langage médical où l'on évoque le bien-être pour masquer l'intention. Il nous faut évaluer sa capacité, répétait-il, comme si répéter suffisait à conférer légitimité.
Mais il y avait des témoins, des papiers inconsistants, et surtout l'enregistrement qui faisait entendre la précipitation et la ruse. Les policiers ont pris note, se sont montrés neutres et fermes. Ils ont demandé à Marcos de s'éloigner. Ils ont demandé que les échanges se fassent par voie légale. Ils ont emmené des copies de l'enregistrement. C'était l'ironie de la nuit. La modernité me donnait une arme, un téléphone, un bouton rouge, et la loi en faisait un allié. Plus tard, quand le calme est revenu, Mathilde est arrivée, essoufflée, plus en colère que fatiguée. Elle a pris les documents, les a regardés, les a mis dans un dossier, avec la même méthode obsessionnelle que j'ai dans la préparation du pain. C'était une tentative d'instrumentalisation, m'a-t-elle dit. Il voulait vous neutraliser par une procédure médicale improvisée. Sa voix était mesurée, mais il y avait un feu sous ses mots. Nous avons porté plainte formelle, déclaré l'intimidation et demandé des mesures de protection. Mathilde m'a expliqué ce qu'elle allait faire sans entrer dans les termes trop techniques que je n'avais pas à connaître. Elle a parlé de témoins, de constats et surtout de ce qui était urgent. Éloigner les individus qui avaient manifesté un comportement menaçant. Ce fut la première fois que Marcos fut arrêté. Il a protesté, a hurlé, a tenté de retourner la situation contre moi en brandissant l'idée que je m'opposais à ce qu'il appelle le bien-être familial. Mais il y avait des témoins, il y avait la vidéo et il y avait la logique de l'intimidation. L'arrestation n'a pas été un triomphe spectaculaire, elle a été une procédure calme et nécessaire. Marcos a été emmené au poste. Les policiers m'ont demandé si je voulais une escorte. J'ai choisi de rester seule dans la boutique un instant, avec le four éteint et la pâte qui reposait, comme une vie qui attend la prochaine levée. J'ai posé ma tête sur la table, j'ai respiré l'odeur familière du blé et quelques larmes sont montées. Elles n'étaient pas de vengeance, mais de soulagement et d'épuisement. Les jours qui ont suivi furent un mélange de procédures et de douleurs muettes, des visites au commissariat, des témoignages, des auditions. Mathilde s'est occupée de tout avec une efficacité qui me donnait l'impression d'avoir une armée à mes côtés. J'ai appris que l'on peut combattre la violence domestique et l'instrumentalisation de la santé avec la même fermeté que l'on adresse une recette délicate. Attention, mesure, répétition. Mendes a continué à vérifier les comptes et à rapporter les irrégularités. Teresa et Sofia ont organisé des présences autour de la maison et de la boutique. La communauté s'est rendue visible d'une manière que je n'avais pas imaginée au début, non pas en brandissant des pancartes, mais en venant acheter du pain, en s'arrêtant simplement pour dire « nous sommes là ». Pendant ce temps, Elena était en retrait. Elle n'a pas tout de suite déposé de plainte, elle n'a pas crié à l'injustice. Elle est restée silencieuse, avec une fureur froide et des éclairs de honte. Je ne l'ai pas poussée à pardonner, ni à expliquer. Les émotions de sa part étaient compliquées, de la colère certes, mais aussi de la peur, et une responsabilité à laquelle elle avait été peu préparée. Quand elle vint à la boutique quelques jours plus tard, ses mains tremblaient lorsqu'elle a pris la pelle pour enfourner des pains. Ce n'était pas une performance pour me séduire, c'était un geste pénible, un apprentissage. La justice a pris son cours à son rythme. Marcos, pendant sa courte période de détention, a été confronté à des accusations de tentative d'intimidation et d'atteinte à la liberté. Les mots « tentative d'internement » ont circulé, mais dans le dossier, ce qui importait, c'était la preuve, la vidéo, les témoins, les documents signés et l'intention manifeste de priver quelqu'un de son droit à décider. Je n'ai pas aimé le remue-ménage public que cela a provoqué, je n'aime pas les scènes, mais j'ai appris que parfois, protéger sa dignité implique d'affronter des moments publics. Mathilde a négocié des mesures qui m'ont protégée et qui, surtout, ont limité l'accès de Marcos à Santi pendant une période déterminée, une précaution pour la sécurité de l'enfant que j'ai acceptée sans hésitation. La vie a ensuite pris une respiration différente, moins soucieuse de l'urgence et plus tournée vers la réparation. J'ai mis en place une fiducie simple pour certaines parts du patrimoine. Cela m'a permis de garantir que les ressources destinées à l'éducation de Santi et au maintien de la maison restaient indépendantes des accès intempestifs. Je ne veux pas vous ennuyer avec des termes techniques. Ce qui compte, c'est que j'ai pris des dispositions pour que l'argent ne soit plus un levier pour contrôler. C'est comme travailler une pâte en tenant compte de sa température. On ajuste pour éviter les accidents. Ce qui m'a le plus ému et ce qui a véritablement transformé la scène familiale a été le travail d'Elena. Au début, elle venait pour des tâches humbles, nettoyer, ramasser les miettes, essuyer les tables. Elle observait, apprenait, écoutait mes indications comme si je lui donnais la cadence d'un ballet. Elle a appris à doser la levure, à sentir la pâte, à respecter les temps. J'ai remarqué des petites choses, la façon dont elle posait ses mains sur le pétrin, la manière dont elle se redressait quand un client la complimentait. Les gestes ordinaires lui rendaient une fierté qui n'avait rien à voir avec l'argent. Il y eut des jours rudes. Elle faisait des erreurs, laissait dans un plateau, oubliait des commandes. Parfois, je la voyais se recroqueviller, pesteuse contre elle-même, et je me rappelais de ma propre jeunesse. Mais elle revenait. Les semaines ont façonné ses muscles et son caractère. Elle a compris que la responsabilité se sourit par des résultats, non par des promesses. Les clients, au fil du temps, lui ont donné de petites reconnaissances. « Tu t'améliores. Merci pour le pain de ce matin. » Ces mots, simples, ont une force qui guérit mieux que 1000 discours. Un matin, Don Pépé m'a dit « Elle te regarde comme quelqu'un qui apprend la valeur des choses. » Et c'était vrai.
Il y avait dans son regard désormais une humilité solide, pas l'humiliation aiguë du début. Elena prenait en charge des horaires, acceptait des tâches qui l'irritaient autrefois, et revenait, plus calme. Elle a même commencé à porter un tablier lorsque Santi venait, comme pour se préparer à être présente d'une autre manière. La transformation ne veut pas dire tout réparer d'un coup. Il y a des cicatrices qui prennent du temps à s'atténuer. La confiance ne revient pas sur commande. Mais il y a eu des scènes, petites, mais vraies, où Elena a choisi Santi plutôt que ses intérêts ou sa honte. Un après-midi, alors que je donnais des cours de pâtisserie à un petit groupe d'apprenants dans l'arrière-boutique, Elena est restée pour aider et s'est occupée d'un petit garçon qui pleurait. Elle a pris le pli, a chanté une comptine et, sans qu'on la félicite, a disposé les petits pains comme s'il était les trésors d'un rituel. Ce geste a été pour moi une note douce sur une partition qui jusqu'alors était discordante. Il a fallu aussi gérer les traces de l'épreuve, la méfiance des voisins, les murmures dans la rue, la précaution de Mathilde pour que tout soit solidement écrit. J'ai compris que la réparation inclut une part administrative et une part affective. J'ai demandé encore et encore que l'on respecte le droit de chacun à changer. J'ai demandé des preuves de bonne conduite. J'ai proposé des étapes claires, l'emploi, la participation aux frais, la présence surveillée avec Santi. Ce n'était pas une punition, c'était une manière de reconstruire la confiance avec des actes. Le travail d'Elena a fini par payer d'une manière inattendue. Un jour, un petit fournisseur de viennoiserie, impressionné par la qualité des produits, a offert à Elena une formation plus poussée sur la boulangerie artisanale, une main tendue sans condition. Elle a accepté. Ce fut une occasion pour elle d'apprendre professionnellement et d'acquérir une indépendance qui n'était pas fondée sur le patrimoine familial, mais sur sa capacité. Voir ma fille se former, se tenir debout sur ses propres compétences, m'a fait sentir que la boucle se refermait d'une manière saine. La relation entre nous a aussi demandé des dialogues sanglés, sincères. Nous avons parlé de mort, de responsabilité, de la manière dont chacun vit l'adversité. Il y eut parfois des éclats, je ne mens pas, des mots durs, des reproches qu'on se lance dans des moments de fatigue. Mais il y eut aussi des phrases posées, mesurées, où Elena me disait « J'ai peur que tu partes », et moi de répondre « Je ne pars pas tant que je sais que Santi est en sécurité ». Ces échanges ont été la bande passante d'une réparation lente. La communauté a joué un rôle discret mais déterminant. Les clients venaient pour le pain, mais ils apportaient avec eux l'évidence que l'on ne vit pas isolé. Certaines dames du quartier ont proposé de garder Santi quelques heures quand Elena devait aller à la formation. Teresa et Sofia ont assuré des présences, parfois juste pour partager un café et écouter. Il y a une dignité dans ce que nous avons appelé la force des Léonas. Elles ne se sont pas mises en première place, elles ont donné du temps, des appels, des preuves. Elles ont su maintenir une pression douce mais constante, comme on tient un levain vivant, avec soin, sans panique. Le temps a amené des changements qui, pour être réels, restaient humbles. Marcos, quant à lui, a été mis hors de certains espaces. Sa relation avec Elena est devenue une affaire privée et compliquée, à laquelle je n'ai pas cherché à donner le dernier mot. Je ne suis pas la juge de leur destin. Je suis la femme qui sait jusqu'où ses limites vont et qui ne tolère pas qu'elles soient attaquées. Mon rôle a été de protéger Santi et de garder la maison qui garde nos histoires. Le moment décisif est arrivé un peu après la première année de Santi. J'avais planté des fleurs dans le jardin, acheté des ballons, préparé des petites tartelettes et des pains ronds que j'ai façonnés avec mes mains comme on façonne une petite offrande. C'était un après-midi lumineux, l'air avait ce parfum de citron et de poudre de farine qui revient à chaque saison. J'avais invité juste les plus proches, Teresa, Sofia, Don Pepe, Mathilde, Mendes, quelques voisins et bien sûr Elena avec Santi. Il n'y avait pas de faste inutile. Nous voulions une célébration simple, honnête. Quand Elena est arrivée, elle avait l'air plus calme. Elle portait une robe modeste, les mains légèrement tachées de farine. Santi courait autour des chaises, riant, poursuivant un ballon. J'ai regardé ma fille et j'ai senti une petite larme s'approcher de mes yeux comme une petite pluie. Ce n'était plus la femme qui, devant l'église, m'avait barré le chemin. C'était une femme qui avait appris à tenir un rythme, à accepter des tâches et à regarder son enfant autrement. Au moment où nous avons soufflé la petite bougie, il y eut un silence doux. Elena s'est levée. Sa main était un peu fébrile quand elle a pris la parole. Elle a parlé sans grand discours, sans chercher à enrober des excuses impossibles. « Maman », a-t-elle dit, et sa voix a tremblé juste un peu. « Je n'ai pas su comment être. Je n'ai pas su comment demander de l'aide. J'ai blessé ce que j'aime. Je ne demande pas que tu oublies, mais je veux apprendre. » Elle a regardé Santi, puis m'a regardé. « Merci pour tout ce que tu as fait », a-t-elle ajouté. Ces mots n'étaient pas parfaits, ils n'allaient pas besoin de l'être. Ils étaient vrais.
Je me suis levée à mon tour. Je ne suis pas une femme qui aime les grands discours, et je n'avais pas besoin de généralités moralisatrices. J'ai parlé à voix basse. Tu as la place que tu veux, et je dis, mais tu dois la tenir par tes actes. J'ai pris sa main, et nous nous sommes embrassés, publiquement, devant nos voisins, devant ceux qui avaient vu l'épreuve, devant le petit qui riait sans trop comprendre la gravité des choses. Ce baiser n'a pas effacé tout. Il a posé cependant un signe de départ. Ce soir-là, la maison a de nouveau résonné comme un foyer partagé. Après la fête, quand les lumières se sont tamisées et que le jardin se calmait, je me suis assise sur la petite marche. Elena est venue s'asseoir à côté de moi. Nous n'avons pas parlé beaucoup. Nous avons écouté les rires qui traînaient. Elle a posé sa tête contre mon épaule un instant, comme quand elle était petite, et je l'ai sentie se relâcher. Nous avons regardé Santi, endormie dans les bras de Teresa qui faisait les 100 pas doucement. Le temps, parfois, guérit à coups de gestes répétés. Et il y avait dans cette image quelque chose comme une promesse. Je veux que vous sachiez que la réparation ne veut pas dire que tout est parfait. Il y a encore des jours où la méfiance nous chatouille, où l'on se demande si l'on n'a pas été naïf. Mais je suis une femme qui a appris à transformer l'humiliation en décision, la trahison en structure, la peine en travail. Je ne cache pas les épreuves. Je les façonne comme on pétrit une pâte pour que la texture soit plus solide. Et je crois que ce que j'ai gagné, la protection pour Santi, le respect rétabli, la reconnaissance tardive de ma fille, n'est pas seulement pour moi. C'est pour tous ceux qui, à un moment, se sentent mis à l'écart par ce qu'ils aiment. Il y a eu des jugements, des regards, mais aussi des sourires, et ces sourires ont compté. J'ai repris ma place non parce qu'on me l'a offerte, mais parce que je l'ai reprise. J'ai surveillé l'accès à la maison comme on garde une recette de famille. J'ai donné des chances, mais j'ai demandé des preuves. J'ai appris que poser des limites ne rend pas dur. Poser des limites protège la tendresse possible. Le jour où j'ai refermé la porte de l'église au début de cette histoire, je pensais que ma place était simplement une chaise parmi d'autres. J'avais imaginé un banc poli, un rôle connu, un moment à tenir. Mais la place qui compte, la place qui a du sens, n'est pas seulement un siège au baptême. C'est la maison qu'on défend, la table que l'on partage, les mains qu'on prend pour enseigner. Ma place retrouvée n'était pas la permission d'entrer dans une cérémonie. Elle était la reconnaissance par des actes de la valeur que j'avais portée toute ma vie. Aujourd'hui, quand je passe la clé dans la serrure, je la sens différente, plus sûre, moins fragile. Le collier de perles que je porte parfois ne pèse plus d'une façon douloureuse. Il pèse comme un métronome qui rappelle l'ordre et la mémoire. Je marche dans la boutique, je touche la pâte, j'écoute les gens. Elena, qui a appris à pétrir et à tenir des horaires, me passe maintenant la corbeille des viennoiseries avec une assurance mesurée. Nous avons encore des conversations difficiles, nous nous empêchons parfois de retomber dans d'anciens schémas, mais nous travaillons. Le petit Santi a sa place au milieu de tout cela. Il joue entre les tables, ramasse la farine, sourit aux clients. Il a un souvenir de la cuisine qui n'est pas uniquement lié à une dispute, mais aussi à la chaleur des gestes. J'espère qu'en grandissant, il connaîtra une famille où la dignité n'est pas un luxe, mais une habitude. Et si jamais il me demande pourquoi j'ai agi ainsi, je lui dirai simplement « parce que ta sécurité comptait plus que ma peur d'être seule ». Et je raconte tout cela non pas pour me glorifier, mais pour que ceux qui m'écoutent comprennent une chose essentielle. La vieillesse active n'est pas une faiblesse que l'on exploite. Les personnes âgées ne sont pas des passifs, elles ont des ressources, des outils et une mémoire qui peuvent protéger ce qui importe. Mettre des limites peut sembler dur. Souvent, c'est l'acte le plus tendre qu'on puisse poser quand on protège un enfant, sa propre histoire et sa dignité. Si, en entendant mon histoire, vous pensez à quelqu'un qui vit un rapport de force semblable, à une personne âgée isolée, à un parent exploité, regardez autour de vous. Offrez une présence. Un appel, un passage, une minute dans une file à la banque peuvent faire la différence. Et prenez garde à ceux qui utilisent la bienveillance comme un masque pour le contrôle. Les ressources légales existent, la solidarité existe, la vérité a des témoins. Ma fille m'a écartée du baptême. Elle m'a dit, ce jour-là, qu'il n'y avait pas de place pour moi. Ce qui s'est passé ensuite a été un retour à la maison plus profond que je n'aurais cru possible. Retourner à la maison n'a pas été seulement franchir un seuil, ça a été reprendre les clés, sécuriser les coffres, enseigner les gestes, exiger le respect
et accepter lentement la réparation. Dans le four de ma vie, la pâte a levé à nouveau. Les couches de farine et de travail ont fait qu'aujourd'hui il y a place pour moi. Et pour eux, à la table. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour entendre d'autres récits de personnes qui ont repris leur place et pour apprendre comment nous pouvons ensemble protéger et honorer les aînés autour de nous. Prenez soin des vôtres, protégez leur dignité. Et si vous voulez garder une image finale, pensez au pain qui lève. Il prend de l'espace, il devient plus grand, mais il ne vole pas la place des autres. Il rend la table plus riche. C'est ainsi que j'ai repris ma place, non en cherchant une chaise cliché au baptême, mais en devenant de nouveau la femme qui fait lever le pain.